Nous sommes le 3 octobre. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 18h. Changement de cap à Anderlecht. L'entraîneur Simon Davies est remplacé par Frank Vercauteren. Le club rabat ses cartes alors que l'équipe enchaîne les mauvais résultats. Le système BiAlert en place depuis 2 ans, testé dans tout le pays aujourd'hui. 6 communes ont participé. Et puis la STIB annonce des travaux sur les rails pour limiter les vibrations avenue de l'Hippodrome. Mais les riverains, on l'entendra, ne sont pas convaincus. Plus que jamais le mobil-home à la côte, véhicules de loisirs ou véritable mode de vie, sont-ils aussi choisis pour éviter l'avion et limiter notre empreinte écologique? La réponse tout à l'heure. Il revient donc à Anderlecht après 12 ans d'absence. Frankie Vercauteren, ancien joueur, ancien entraîneur aussi, a donc la délicate mission de sortir le club de cette mauvaise passe. Simon Davies devient lui son adjoint. Une annonce faite 1 heure après une conférence de presse lors de laquelle les joueurs avaient pourtant rappelé leur confiance en leur ancien entraîneur. Une communication pour le moins étrange qui prouve qu'Anderlecht traverse une période trouble. Frankie Vercauteren de retour au bercail. Le voilà bombardé, entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht, en remplacement de Simon Davies qui intègre le staff technique. La colère des supporters après le match nul du week-end passé et les piètres performances du club ne pouvaient rester sans réponse. La direction dit avoir pris cette décision après une intense concertation interne ces derniers jours et Vincent Kompany s'en réjouit. Il a tout pour être le parfait T1. Son regard, sa connaissance du foot belge, son autorité le long de la ligne. Lors de nos analyses internes et honnêtes, nous avons conclu que c'était le meilleur choix dans l'intérêt du club. Le système Kompany remis en cause, pas vraiment. La direction assure qu'il continuera à incarner le style de jeu et la vision footballistique du Sporting. À 62 ans, Frankie Vercauteren se dit content de revenir à la maison. Mais cet ancien joueur et entraîneur du RSCA a conscience de l'ampleur de la tâche. Le RSCA se trouve à un carrefour important de son histoire. Avec la venue de Vincent Kompany, la philosophie footballistique est entièrement repensée. Je vais essayer de poser les bons choix et de mettre les bons accents. Les joueurs étaient-ils au courant? On peut en douter. Juste avant l'annonce, une conférence de presse était organisée à l'occasion du déplacement à Charleroi. Pas un mot sur le sujet. Et Simon Davies semblait même avoir toute la confiance des joueurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut un nouvel entraîneur maintenant, que c'est le moment, qu'il faut absolument changer quelque chose sur ce plan-là? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est surtout nécessaire de changer quelque chose sur le terrain, c'est-à-dire d'être plus performant sur les moments clés du match. Le club a également décidé de se séparer de son directeur technique, Frank Arnesen. Ce que Frankie Vercauteren doit maintenant faire, c'est gagner des matchs. Mais il demande aussi du temps pour faire d'Anderlecht quelque chose de beau. Et dans tout le pays, plus de 180 communes ont testé aujourd'hui le système BiAlert, mis en place pour prévenir la population en cas de situation d'urgence. Un exercice grandeur nature auquel a notamment participé la commune d'Ixelles. 11h ce jeudi matin à la commune d'Ixelles, comme dans d'autres communes bruxelloises, l'alerte est lancée. Pas de panique, il s'agit d'un test grandeur nature. Ce système permet aux autorités de diffuser un message à la population en situation d'urgence. Je pense que c'était en décembre, il y a 3 ans, suite à une explosion qu'il y a eu dans une cabine haute tension à la place Flagey. Grâce au système BiAlert, l'impact en cas de situation d'urgence est donc limité. On va envoyer aux citoyens concernés des recommandations comme mettez-vous à l'abri, évacuez tel secteur, ne buvez pas votre eau qui est impropre à la consommation. Donc c'est vraiment des recommandations pour leur sécurité ou leur santé. Ce test, initié par le Centre national de crise, est un moment clé pour évaluer la capacité et la vitesse de transmission des messages, qu'ils soient des SMS, des mails ou même des appels, pendant un important pic d'activité du système. Test réussi, mais pour en bénéficier, il faut s'inscrire. C'est gratuit et concerne l'adresse de tous vos proches. En s'inscrivant, le citoyen devient vraiment acteur de sa sécurité et peut prendre des actions pour lui, pour ses proches, pour ses clients s'il est commerçant, pour ses élèves s'il est directeur d'école. Avantage, vous êtes informé même si vous n'êtes pas sur place. Mais il existe des cas plus extrêmes où il n'y a pas lieu de s'inscrire. Un périmètre est géocalisé. Dans le cas d'une fusillade, par exemple, la vie des gens est en danger.
on peut envoyer une alerte SMS via tous les gens qui seraient couverts par telle ou telle antenne et qui soient inscrits ou non. Parce que dans ce cas-ci, en fait, la loi prévoit qu'on estime que leur vie est plus importante que leur vie privée. Bialerte compte 45 000 inscrits jusqu'à présent sur Bruxelles. Cette manifestation ce matin du Front commun des SDF devant la Tour des Finances pour dénoncer la nouvelle définition de la personne sans abri. Jusqu'ici, les personnes dans la rue peuvent se domicilier auprès d'un CPS pour pouvoir obtenir une carte d'identité et des aides du chômage ou de la mutuelle par exemple. Mais la situation pour obtenir une adresse de référence se complique de plus en plus. Écoutez. La loi n'est pas trop mauvaise, mais malheureusement, elle est de moins en moins bien appliquée. Ça veut dire que ici, une personne qui provisoirement perd son logement, par exemple, ça peut être un pharmacien, ça peut être un garagiste, un employé qui perd, ou un jeune qui perd son logement, il va provisoirement habiter chez un ami et la carte d'identité n'est plus valable, évidemment. Et alors, à ce moment-là, il peut être domicilié au CPS. Mais malheureusement, de plus en plus de CPS mettent les bâtons dans les roues. Ils ajoutent un tas de conditions en plus qui ne sont pas prévues par la loi. L'alternative, c'est que tous les droits économiques et sociaux soient liés non plus à un domicile, mais soient liés au registre national. Et un dossier complet sur cette problématique des adresses de référence pour les personnes sans abri est à lire sur notre site bx1.be. C'est plutôt inhabituel, une exposition fait l'objet d'un procès en ce moment devant le tribunal de première instance de Bruxelles. L'expo qui s'est tenue il y a plusieurs mois s'appelle Don't Shoot. Elle montrait des photos d'interventions policières plutôt musclées. Plusieurs policiers bruxellois étaient reconnaissables sur les clichés. Ils ont porté plainte. Deux grandes valeurs se heurtent ici, le droit à l'image et la liberté d'informer. Peut-on filmer ou photographier ce genre de scène lorsque les policiers sont en pleine intervention? C'est la question que va devoir trancher le tribunal de première instance de Bruxelles. Un débat démocratique qui commence en novembre dernier. La Ligue des droits humains organise cette exposition. Et cette exposition mettait en question les manifestations par des citoyens, la manière dont la police gère ces manifestations et de manière plus large la criminalisation de mouvements sociaux, notamment par les forces de police. Et il se fait que parmi les photos qui sont montrées dans cette exposition, il y a des policiers qui sont reconnaissables. Et c'est précisément le problème. Sur ces photos, nous avons flouté les agents. Ce n'était pas le cas lors de l'exposition. Les policiers de la zone de police Bruxelles XL intentent une action en justice et demandent 20 000 € de dommages et intérêts. Nous nous rendons chez le bourgmestre d'XL. Il n'était pas encore élu au moment des faits, mais soutient ces policiers. Le recours, il porte sur quoi? Il porte sur le fait qu'on n'ait pas flouté le visage d'un certain nombre d'agents de la police sur les photos. Ça veut bien donc dire qu'en fait, la même exposition, avec les mêmes photos, avec les mêmes commentaires, mais avec des visages qui étaient floutés et qui permettaient de ne pas reconnaître le visage des policiers, c'est une question de respect pour moi de la vie privée de ces personnes-là, elle posait strictement aucun problème. Alors, que dit la jurisprudence? Pour l'un des avocats de la Ligue, le droit à l'image comporte de nombreuses exceptions. C'est que toute personne a un droit exclusif sur son image, non seulement sur la prise d'image, mais sur la reproduction, sur la diffusion, voire sur la commercialisation de cette image. Donc la personne doit donner son consentement express, nécessairement, pour la prise de l'image, pour la diffusion, pour la reproduction. Ça, c'est le principe, c'est ce que dit la loi. Par contre, il y a une quantité d'exceptions, évidemment, qui font que cette image, on n'est pas obligé d'obtenir le consentement express de la personne dans un certain nombre de cas, dont le lieu public, le caractère public de la personne, le droit à l'information, etc. Bref, entre le droit à l'image ou le droit à l'information, c'est le tribunal qui tranchera. Il rendra sa décision le mois prochain. La STIP va réaménager une partie de l'avenue de l'Hippodrome pour limiter la vibration des trams. C'est une réponse à un long combat des riverains. Mais comme le précisent nos confrères de la dernière heure, les solutions proposées par la société de transport ne convainquent pas les habitants. Regardez. 40 tonnes, voilà le poids de ce tram qui descend l'avenue de l'Hippodrome. Outre le bruit, il y a aussi des vibrations, des nuisances contre lesquelles luttent depuis des années les riverains.
La STIB annonce qu'un réaménagement futur devrait permettre de réduire ces nuisances. Lors de chaque renouvellement de rails, on installe des systèmes anti-vibratoires et anti-bruit. Donc c'est des dalles flottantes, des rails enrobés de caoutchouc pour permettre justement de limiter au maximum les vibrations et le bruit provoqué par le passage des trams. Pour présenter le projet aux riverains, une première réunion d'information vient d'avoir lieu et les éléments présentés ne semblent pas avoir convaincu tout le monde, tel ce commerçant. Ils ont fait les travaux depuis un an et demi maximum et venaient à 6 h du matin. Ça fait beaucoup de bruit. Or, ils ont déjà mis les nouveaux systèmes anti-vibratoires, des caoutchoucs pour les rails. Les riverains se plaignent aussi de la suppression annoncée de 7 places de parking et de la durée indéterminée du chantier. Quoi qu'il en soit, en prélude au projet, Vivaquois débutera des travaux dès le mois de novembre. La STIB devrait enchaîner courant 2020. Le permis d'urbanisme va être introduit. Après, il y a l'étude d'incidence, le comité de concertation. Donc tout ça doit suivre son cours. On espère commencer les travaux à l'été prochain, mais tout dépendra de la suite de la procédure. Du côté de la commune qui gère le dossier avec la STIB, rien n'est encore décidé sur le projet final et les remarques des riverains sont les bienvenues. Je vous le disais en titre, Mobicar, le salon des caravanes et motorhomes s'ouvre à Brussels Expo. Plus qu'un moyen de transport, c'est aussi pour certains un véritable mode de vie. Mais le mobilhome peut-il devenir une alternative pour voyager loin en limitant son empreinte écologique? La réponse en images. Est-ce qu'on choisit le motorhome pour ne plus prendre l'avion qui pollue trop? Non, absolument pas. Il n'y a pas que l'écologie, il y a le plaisir aussi. Quand on consomme des petits camping-cars 10 ou 11 litres ou des plus gros 12-13 litres de diesel, bon, le côté écolo, pas tellement. En prenant la voiture, on consomme déjà moins que si on va en avion quelque part. Lorsque l'on pose la question ce matin aux premiers visiteurs du salon Mobicar, le choix du motorhome n'est pas particulièrement influencé par les questions de protection de l'environnement. Mais cette année, le salon espère récupérer les voyageurs qui veulent éviter l'avion. Quand on fait le compte de l'empreinte écologique totale, malgré le fait que ce sont des moteurs diesel, eh bien, elle est quand même nettement moins importante que quand on prend l'avion. Les fabricants réfléchissent à des modèles plus propres, mais le motorhome électrique n'est pas encore pour demain. Le gros problème du secteur, c'est qu'on a un problème de poids. On a des véhicules qui font déjà pratiquement tous 3,5 tonnes, qui est la limite pour pouvoir rouler avec un permis B qu'on a tous. Et donc, si on rajoute des batteries, on dépasse ces 3,5 tonnes et donc il faut lâcher un peu de confort. Les vacanciers qui font le choix de ce type de vacances sont en tout cas de plus en plus préoccupés par la protection de la nature, nous dit-on. Le contexte ne permet pas, en tout cas, le gaspillage des ressources. Je pars avec mes enfants. Et donc, quand ils prennent par exemple une douche, ils doivent réfléchir du fait qu'on n'a qu'une autonomie réduite d'eau. Donc, quand ils prennent une douche, ça va être une douche très courte. L'électricité aussi, on n'a qu'une capacité réduite d'électricité. En motorhome, en caravane, en van ou via tout autre mode de transport, il nous faut aujourd'hui réévaluer nos déplacements et aussi nos vacances. Elles sont quasiment invisibles, un peu comme ces ombres projetées sur le sol du Mont des Arts. Les victimes de la traite des êtres humains à Bruxelles sont pourtant bien réelles. Et pour dénoncer cette réalité, l'association Pagasa organise en ce moment une action visuelle au Mont des Arts. Ce sont des ombres qui forment des silhouettes des personnes qui sont exploitées ici en Belgique aujourd'hui, dans des secteurs très différents, mais qui sont en fait invisibles. Elles sont tout autour de nous, mais invisibles, tout comme les ombres en fait ici. Alors quand on scanne le QR code avec son smartphone, on arrive sur 3 petites vidéos qui expliquent en fait l'histoire de ces personnes. Et puis il y a un lien vers notre site internet pour avoir de l'information sur ce que c'est la traite des êtres humains. Selon certaines estimations, il y aurait plus de 23 000 victimes de traite des êtres humains en Belgique. Il l'a annoncé officiellement aujourd'hui, Georges-Louis Boucher est candidat à la présidence d'UMR. Invité de Fabrice Grosfilet ce midi dans Toujours plus d'actu sur BX1+, il a réagi à la situation de Christine Defraigne, dont la probable candidature à la présidence d'UMR serait jugée irrecevable. La principale intéressée parle d'une confiscation de pouvoir. Voici ce qu'en disait à ce propos Georges-Louis Boucher sur BX1+, ce midi.
La première, c'est qu'elle a tout à fait raison. Elle devrait pouvoir être candidate. Mais la deuxième, c'est que ces statuts sont des statuts qui datent de 2002. Donc parler d'une dérive antidémocratique qui serait apparue en 2019, là, je pense qu'on va un peu trop loin. Donc, encore une fois, je suis d'accord sur le fond. Je pense que dans l'expression, on doit quand même être prudent, puisque depuis 2002, nous avons eu pas mal d'élections présidentielles. Et je n'ai entendu personne à l'époque se plaindre des statuts. Mais c'est vrai que ces statuts doivent évoluer. Et si je deviens président, nous élargirons le nombre de personnes qui peuvent se présenter. Je pense qu'à terme, l'ensemble des membres, peut-être en ordre de cotisation depuis 1 an, 2 ans, ça il faudra le discuter lors de la réforme des statuts, mais il faudra élargir le nombre de personnes éligibles. Mais donc pour le Et on parlera encore des élections internes du MR demain dans toujours plus d'actu sur BX1+, la nouvelle web radio de BX1. Denis Ducarme, actuel ministre des classes moyennes et candidat à la présidence du MR, sera l'invité de Fabrice Grosfilet. Mais dans l'immédiat, place à la culture ce soir sur BX1. David Courrier sera entouré d'auteurs pour évoquer avec eux la grande aventure du premier roman. Rendez-vous dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée, de vous remercier également pour votre fidélité. Belle soirée et à demain.